Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dans lequel on accueille l'équipe dirigeante de Positive Aviation pour nous présenter la société et pour présenter également l'opération de financement participatif qui est en cours sur WeSeed. Merci à tous d'être présents ce soir. Euh, juste en introduction, le webinaire il va se découper en deux parties. Une première dans laquelle l'équipe va vous présenter la solution Positive Aviation sur un pitch qui durera à peu près un quart d'heure. Et ensuite, l'équipe pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet prévu à cet effet quand elles vous viennent. Et puis, on prendra toutes les questions en fin de présentation. Sur ce, je vais laisser la parole à Laurent, Raouda et Joao pour se présenter et présenter Positive Aviation. Merci Thibaut, et donc bonjour tout le monde. Donc Laurent Schmitt, je suis le président et fondateur de Positive Aviation. Je suis Raouda aussi, cofondatrice, responsable de tout ce qui est externe, à savoir la communication, le commercial et les partenariats. Et Joao Morbeil, je suis responsable du produit et des opérations, aussi cofondateur de Positive Aviation. Voilà. Bon, Parfait. alors, ne sont pas avec nous parce qu'en fait, c'est l'été, ils sont déjà en congé. Trois autres fondateurs de l'entreprise qui sont Guillaume Galland, notre ingénieur en chef. Je reviendrai un petit peu sur les fondateurs de l'entreprise. Simon Poulenc, le financier de la bande, j'ai envie de dire. Et Julien Bernat, le responsable du bureau d'études et aussi directeur général de la société. Comme l'a proposé Thibaut, je vous propose en un petit quart d'heure de passer en revue les quelques planches du deck investisseur qu'on vous a fourni pour un peu vous réintroduire le sujet, même si je pense que vous le connaissez. Le sujet de Positive Aviation, c'est la lutte contre les feux de forêt. J'ai envie de commencer d'abord la lutte contre les feux de forêt. C'est un vrai sujet économique de santé. C'est aussi un énorme sujet d'écologie. Les feux de forêt, c'est 5 à 7 fois les émissions de l'aéronautique. Positive Aviation, d'où vient le mot Positive Aviation, le nom de la boîte, Positive Aviation, c'est l'idée que l'aviation peut avoir un impact positif sur le monde et que l'aviation peut faire la différence. La lutte aérienne anti-incendie, ça vaut le coup, avant de présenter le projet, de faire un petit peu de pédagogie. La lutte aérienne anti-incendie, c'est différents types de moyens qui sont complémentaires et pas concurrents. Ce sont des moyens légers d'abord, des petits avions ou des hélicos qui permettent d'attaquer le feu à son départ. Ce sont en fait les moyens les plus efficaces. C'est un petit peu comme l'extincteur chez vous, c'est ce qui permet d'éviter que le feu parte. Et ensuite, ce sont des moyens plus lourds qui permettent de gérer les crises quand on a raté le contrôle du feu. Et pour ces moyens lourds, il y a des moyens très lourds qui sont les avions sur roues, les bombardiers de retardants qu'on va en fait charger de produits chimiques et qui vont permettre de contenir les feux. Et il y a un moyen totalement unique qui est le Canadair, c'est-à-dire un avion qui est capable de faire de l'attaque directe, c'est-à-dire de lancer de l'eau sur les feux, de lancer 6 tonnes d'eau sur les feux. Et pour ça, il faut en fait, pour que ce soit efficace, il faut larguer ça à haute fréquence. Haute fréquence, c'est 20-25 largages par heure. La seule manière de faire ça, 20-25 largages par heure, c'est d'avoir des avions qui ne retournent pas à l'aéroport pour se poser, mais qui ont la capacité de venir écoper sur les plans d'eau pour se remplir. La situation, et je suis sûr que vous en avez tous entendu parler du Canadair, c'est que le Canadair, c'est un avion des années 60 qui n'est plus fabriqué depuis maintenant 10 ans et qui est en train de disparaître petit à petit, qui aujourd'hui coûte des fortunes à maintenir en état et qu'on ne peut pas ni renouveler ni augmenter. Ce problème, il n'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que la problématique est sur la table, 10 ans que le secteur aéronautique regarde son nombril. Refabriquer des Canadair, sur le papier, ça pourrait paraître une bonne idée, mais refabriquer un avion des années 60, c'est en fait extrêmement compliqué. C'est une gageure
que personne n'a jamais fait dans l'aéronautique et que si on la faisait, elle nous coûterait très cher, elle prendrait beaucoup de temps. Deuxième solution qui pourrait paraître évidente, c'est de refabriquer un nouvel avion. Mais refabriquer un nouvel avion dans l'aéronautique de 2025, c'est plusieurs milliards d'investissements. C'est surtout des centaines d'ingénieurs mobilisés sur un projet. C'est en fait une impasse économique, parce que même s'il y a un marché entre 200 et 400 appareils, ça ne justifiera jamais un tel investissement. Et ensuite, c'est une impasse industrielle, parce qu'en fait, tout le secteur aéronautique est aujourd'hui complètement surchargé par ses objectifs de montée en cadence et en fait n'a pas les ressources, n'a pas les moyens à mettre sur un tel projet. Cette situation qui est en fait tout à fait préoccupante, en fait, elle nous a interpellés. C'est les feux de 2022 qui ont un peu été, qui ont sonné le réveil d'un groupe d'ingénieurs en chef et de responsables programme chez Airbus, qui se sont dit que c'était bien de se lamenter, mais qu'il fallait agir. Donc, cette idée, elle est partie de moi-même, qui était à l'époque ingénieur en chef chez Airbus, avec Guillaume, qui était responsable des avant-projets chez Airbus sur les évolutions de l'ATR. Puis, on a été rejoint au fur et à mesure du temps par Julien, Joao, qui ont beaucoup d'expérience d'engineering, Simon à la finance et Raouda, qui à l'époque était responsable à la stratégie Airbus sur justement le sujet de la lutte aérienne anti-incendie et qui voulait faire quelque chose. Le quelque chose, c'est une idée astucieuse qui est de dire si on ne peut pas refabriquer un avion des années 60, si on ne peut pas construire un avion neuf parce que ce n'est plus abordable financièrement et industriellement, prenons un avion existant et modifions-le pour lui donner les capacités du Canadair. Je suis sûr que vous avez regardé ce projet. Un ATR 72 qu'on met sur des flotteurs avec des trains d'atterrissage dans les flotteurs, des écopes qui se déploient sous des flotteurs et donc l'avion en 12 secondes qui remplit les 8 tonnes d'eau qui sont dans le fuselage, des trous à travers le plancher qui permettent en 1 seconde de larguer la charge. Ça nous fait un avion qui a la taille d'un Canadair, qui a les performances d'un Canadair, les capacités d'un Canadair, mais il emmène 2000 litres d'eau supplémentaire, mais surtout, c'est un ATR. En termes de fiabilité, en termes de coût d'opération, en termes de coût d'achat aussi, on verra qu'on est dans un monde complètement différent. C'est un avion qui, en termes de performance, j'ai envie de dire, fait la mission. Voilà, 1 seconde 2 pour larguer les 8 tonnes, là où un Canadair largue en 1 seconde 2 uniquement 6 tonnes d'eau. C'est un avion qui est aussi capable d'écoper et qui en fait aura même des caractéristiques à l'écopage meilleures qu'un Canadair, en particulier dans les vagues, grâce à la stabilité qu'apporte la configuration flotteur et la meilleure clearance, désolé de l'anglicisme, entre l'avion et l'eau. C'est finalement, et ça je vous en ai déjà parlé, un ATR. 80% de sa structure, c'est des ATR. C'est un ATR, 90% des systèmes. Ça permet à cet avion d'avoir une fiabilité, un prix de pièces de rechange, un accès à la maintenance et aux pièces de rechange qui permet à cet avion d'être utilisé différemment d'un Canadair. Aujourd'hui, les Canadairs, pour schématiser, ils sont utilisés l'été pour éteindre les feux et l'hiver, ils vont au hangar. Pourquoi ? Ce sont des avions trop fragiles pour être déployés loin de leur base. Cet avion, il a vocation à être utilisé 2 fois plus qu'un Canadair, c'est-à-dire qu'il soit capable de faire plusieurs saisons feu, hémisphère nord, hémisphère sud. La solution technique, on y reviendra peut-être si vous avez des questions. Intégrer des réservoirs dans un fuselage et surtout, et c'était là qu'était la difficulté, mettre un ATR 72 sur des flotteurs pour lui donner cette capacité d'écoper sur l'eau. Il y a 2 ans, quand on lance ce projet, même un peu plus 2 ans et demi maintenant, aucun de nous n'y connaît absolument rien sur l'hydraviation. Et en fait, aucun de nous, personne n'y connaît plus rien sur l'hydraviation en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mettre des gros avions comme la TR-72 sur des flotteurs, c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais la dernière fois que ça a été fait, c'était en 1942. À cette époque-là, cette science était très bien maîtrisée. On mettait, comme vous le voyez sur ces images, des gros avions sur des flotteurs. C'était des avions qui avaient des capacités d'opérer en mer, y compris dans des vagues formées.
Il a fallu donc faire un travail qui consiste à se réapproprier ce savoir-faire, se réapproprier cette science qu'on est allé chercher aux États-Unis et qu'on est allé chercher en Allemagne. Et là, on a eu la chance, en fait, de trouver aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne les quelques derniers experts qui maîtrisaient cette science, et on s'est réapproprié grâce à eux cette science, et on a compris comment le design des flotteurs, la façon dont on installe ces flotteurs sur l'avion, l'intégration d'amortisseurs, par exemple, dans la liaison entre l'avion et le flotteur, permettait de faire cette mise sur flotteur sans avoir à renforcer massivement l'avion. Ce que ça nous a aussi appris, c'est que cette science qui date des années 40, il faut la remettre au goût du jour si on veut être capable d'optimiser notre design et surtout d'aller jusqu'à la certification. Pour ça, il faut créer un bureau d'études d'hydraviation. Il n'y a plus de bureau d'études d'hydraviation dans le monde, sauf il y en a un en Chine qui a été créé il y a maintenant 14 ans. Pour le reste, il n'y a plus de bureau d'études. Il faut recréer cette compétence. Cette compétence, on l'a recréée à Toulouse avec Positive Aviation, qui est un bureau d'études qui aujourd'hui emploie maintenant une vingtaine de personnes et qui travaille avec des bureaux d'études d'architecture navale et aussi un chantier naval et des sociétés d'aéronautique pour développer cet avion. Cet avion, il est donc développé. Le concept industriel de cet avion, c'est de prendre des ATR, de les vider, d'enlever absolument tout de l'ATR, y compris le système de pressurisation, le système anti-givrage, de faire fabriquer les flotteurs par un chantier naval qui est en Bretagne, de faire fabriquer les différents éléments d'aérostructure, les trains d'atterrissage, les pièces de renfort, les réservoirs, les lignes d'écope par des entreprises de l'aéronautique et d'assembler tout ça à Toulouse dans un hangar où nous sommes, c'est-à-dire un hangar qui est sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est un hangar historique de l'aéroport de Toulouse-Blagnac dont sont sortis à son époque le Concorde et la Caravelle. Ce projet, au total, c'est un projet de 6 ans, 2 années qui nous ont été nécessaires à la faisabilité, à l'identification des partenaires et à la mise au point du processus et de l'approche de certification. 2 années sur lesquelles nous sommes maintenant complètement engagés, qui consistent pour nous à mettre en vol un démonstrateur, puisqu'en fait, ce que nous a appris la réappropriation de la science de l'hydraviation, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on travaille comme on travaillait dans les années 40, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire un hydravion bon du premier coup. Il faut faire un prototype qui va être un objet d'étude, un objet de mesure, qui va nous permettre de se réapproprier une maîtrise scientifique, qui nous permettra, dans 3 ans, de faire voler un premier prototype. Voilà, une différence entre un démonstrateur et un prototype, qui sera la version finale. Le démonstrateur, sa fabrication a été lancée. Il volera maintenant en août de l'année prochaine. Nous recevrons les premiers flotteurs en mai à Toulouse, dont la fabrication a commencé à Vannes. En parallèle de ça, nous faisons un autre démonstrateur qui, lui, est un démonstrateur du système de largage. Pour ça, nous avons acheté un ATR qui est dans notre hangar. C'est un avion qui ne volera plus jamais, dont on se sert du fuselage pour assembler le démonstrateur du système de largage que vous voyez, qui va nous permettre de faire au sol tous les essais du système de largage, c'est-à-dire des pompes qui nous permettent de remplir les 8 tonnes d'eau en 12 secondes et des portes qui nous permettent de simuler, en faisant tomber l'eau dans une piscine, le largage en 1 seconde. Ce projet, il a été présenté au client, et ce qui a permis à ce projet de démarrer à toute vitesse, et ben en fait, c'est le retour des clients. Et le premier retour des clients, il est venu des États-Unis. Bridger Aerospace, c'est une société américaine qui opère des Canadair. C'est le premier opérateur de Canadair aux États-Unis, qui a un besoin absolument urgent et stratégique de remplacer ces Canadair. Et donc, évidemment, qui considèrent notre projet comme quelque chose de presque inespéré pour eux. Ils nous ont passé commande pour 10 avions fermes plus 10 options, et c'est grâce à leurs acomptes que nous pouvons avancer dans le développement de cet avion.
En face de ces acomptes payés par Bridger, il était important pour nous d'avoir évidemment une base capitalistique et industrielle en France. Ce projet est un projet français, ces avions sont assemblés en France. C'est comme ça que nous avons clôturé une première levée de fonds de 8 millions d'euros auprès d'investisseurs français, des family office, des business angels. Et nous avons décidé à ce moment-là de décider que cette augmentation de ce tour de table de 8 millions serait étendu de 2 millions supplémentaires pour permettre au grand public de participer à cette aventure, d'où l'idée de cette souscription WICID qui vient bien en complément de la levée de fonds de 8 millions. Les 10 millions de fonds propres nous permettent vis-à-vis de nos clients américains, évidemment, de revendiquer le caractère français de ce projet. Et nos clients américains n'interviennent pas en capital et en equity dans la société, mais uniquement en tant que clients qui payent des acomptes. Vous voyez aussi, nous sommes en train de finaliser des subventions et des aides auprès des autorités publiques. Ça va être principalement la région Occitanie, mais ces subventions sont là aussi, pareil, pour compléter le reste du financement. Pour terminer, pour donner une vision un peu globale, le marché qu'on adresse, c'est un marché de plusieurs milliards. Aujourd'hui, des Canadair dans le monde, il y en a 160. Pour vous donner un exemple, en France, aujourd'hui, il y en a 12. La volonté des opérateurs actuels de Canadair, c'est de remplacer de leur flotte et de l'augmenter. La France, par exemple, a décidé de porter sa flotte d'avions Hecopter bombardiers d'eau à 16 appareils. Au niveau européen, aujourd'hui, il y a 80 avions en service avec une idée de passer à 145. Le marché total du remplacement du Canadair, c'est 250 avions. Mais ça voudrait dire que les opérateurs du FF72 seront les opérateurs actuels du Canadair. Or, le Canadair, à la fin du siècle dernier, il n'a été acheté que par des pays riches qui pouvaient se payer le luxe de la lutte anti-incendie. L'idée du FF72, c'est d'arriver sur le marché avec un produit beaucoup moins cher que le Canadair, qui va nous permettre de le vendre pas uniquement aux pays riches qui sont capables de faire de la lutte incendie, mais réellement à tous les pays du monde. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec la Malaisie, avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique du Nord, autant de pays qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de la lutte anti-incendie. Dernier point, ce projet, c'est un projet qui a en plus la beauté d'être très rentable. Pourquoi ? Puisqu'en fait, nous proposons un avion entre 32 et 40 millions par avion à comparer aux 60 à 80 millions que coûterait un hypothétique nouveau Canadair. Donc, nous arrivons sur un marché qui aujourd'hui considère des prix tellement élevés que nous arrivons avec un avion qui est vu par le marché comme pas cher du tout. Pourtant, c'est un avion sur lequel nous arrivons à dégager une profitabilité de 10 millions par avion. Nos coûts de développement sont de 150 millions. Donc, avec une profitabilité par avion de 10 millions, comme vous le voyez, en fait, nous visons un point d'équilibre à la 16e livraison. Et nous visons, avec une capacité de production de 12 avions par an, un EBITDA d'ici 2030 de 220 millions d'euros. Et je termine ainsi peut-être juste un dernier mot pour conclure. Donc, vous l'avez compris, nous avons fait une levée de fonds de 8 millions d'euros, exactement de 7 882 000, comme vous le voyez. Et nous ouvrons 2,3 millions supplémentaires à travers WICID et aussi à des business angels pour un total de 5% du capital. Parfait. Merci Laurent pour la présentation. On va peut-être pouvoir rester sur cette slide de conclusion, le temps de répondre aux questions. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, donc merci à tous pour votre intérêt. On va essayer d'y répondre à toutes. Il y a pas mal de sujets qui ont été abordés, tant sur le concept, pas mal d'aspects techniques, des aspects sur le marché et la concurrence aussi. Donc on va essayer d'y répondre à toutes. Et voilà, n'hésitez pas à rebondir si vous avez
si vous avez d'autres questions. Voilà, on a une première question de Yann qui nous demande quel est l'impact de l'inaction actuelle de l'État en matière de renouvellement des Canadair sur votre business plan? Alors, je vais prendre cette réponse. Je vous l'ai dit, le marché qu'on vise, c'est 400 avions. D'accord? Le besoin pour la France, c'est 16 avions. Donc, la France est un tout petit marché. Ce qui se passe en ce moment, l'inaction de la France sur le renforcement des Canadair, en fait, va amener la France à changer de modèle de lutte aérienne anti-incendie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Canadair sont propriété de l'État français, opérés par la sécurité civile. C'est presque une anomalie par rapport au business de la lutte aérienne anti-incendie. Pratiquement partout ailleurs dans le monde, ce sont des sociétés privées qui opèrent les avions sous contrat par l'État. Aujourd'hui, clairement, des sociétés privées vont se positionner avant les pouvoirs publics pour acheter les FF-72. Et donc, dans les années 2029 jusqu'à 2035, avant que l'État se bouge, les seuls FF-72 disponibles ce seront des FF-72 appartenant à des sociétés privées. Et il a fort à parier que donc on verra l'État contracter ces sociétés privées, comme elle le fait aujourd'hui pour les hélicoptères lourds, comme elle le fait pour plein de moyens de lutte aérienne anti-incendie, et qu'on va avoir un mouvement du public vers le privé. Parfait. Merci Laurent. Ensuite, donc on a une question plus technique sur la partie flotteur. Donc la question, c'est comment ils vont être arrimés sur la carlingue de l'avion? En fait, donc une des raisons pour avoir pris l'ATR, c'était que c'était un avion par rapport, par exemple, à un Dash 8, c'était un avion qui avait un train de fuselage et pas un train sous les moteurs. Et donc, déjà, la première point d'attache des flotteurs à l'arrière, ça va être les ferrures du train d'atterrissage de l'ATR qui sont déjà prêtes pour toutes les charges qu'on peut introduire par cette côté-là. Après, dans la photo de l'avion, vous allez voir qu'il y a des points d'interface à l'avant. Bon, là-dessus, comme les flotteurs n'étaient pas assez longs pour venir faire la même chose sur le nose de l'ATR, on vient rentrer des efforts juste en dessous des emergency doors de l'ATR. Et comme ce n'est pas une zone qui est prévue pour prendre des efforts de cette envergure-là, ce qu'on vient, on vient développer un caisson que vous avez en bleu sur l'image, en gros, on ne va pas couper le fuselage, on vient renforcer la partie sous le plancher de l'ATR pour pouvoir venir rentrer ces efforts. Donc, les flotteurs sont attachés au fuselage par 2 points, un arrière sur les landing gear, main landing gear, et un sur ces renforts à l'avant, juste avant la porte cargo. Peut-être un petit mot pour compléter la réponse de Joao. Le principe de base de la mise d'un avion sur flotteur, c'est qu'on va dessiner des formes de flotteurs qui font que les efforts vus par le fuselage vont être dans l'enveloppe des efforts que voit l'avion quand il atterrit sur une piste. C'est l'astuce qui a fait que tant d'avions dans le monde ont été mis sur flotteur sans avoir besoin d'être renforcés. Et en fait, c'est les efforts que voit le fuselage qui pilotent l'angle de coque du flotteur. Parfait, merci à tous les deux pour vos réponses. On a une question, quel est le positionnement de ATR et du coup de ces 2 maisons mères, Airbus et Leonardo, par rapport au projet, par rapport à votre projet? Alors, le positionnement de notre approche de ATR, de Airbus et de Leonardo, c'est que nous nous positionnons comme des clients. Nous sommes des clients d'ATR, nous achetons des avions et nous achetons des données techniques qui nous permettent de modifier l'avion. Ça s'est passé vis-à-vis d'ATR, évidemment, par une phase de due diligence. ATR est venu analyser notre projet,
pour vérifier que nous étions des gens crédibles et que notre projet était sérieux et donc qu'ils pouvaient effectivement nous vendre des données techniques. Ensuite, comme nous sommes des clients qui achetons des avions, typiquement, ATR nous aide dans nos démarches commerciales puisque chaque fois qu'on vend un avion, on vend un ATR et on vend sa conversion. Par contre, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé plus loin dans nos prétentions et par exemple de collaboration? Pour ça, il faut bien comprendre et il faut bien connaître la politique de l'industrie aéronautique en Europe. Il faut savoir que ATR, historiquement, était une société franco-italienne qui est maintenant devenue un consortium entre Airbus, qui est une société allemande, anglaise, espagnole et française, et la société italienne Leonardo. Et dans le groupe Airbus, en fait, le monde a été partagé. Les Allemands font des fuselages, les Anglais font des ailes, les Français font des moteurs et des commandes de vol, et les Espagnols font des avions à hélice et des avions de mission. Donc, c'était extrêmement embarrassant de demander à Airbus d'être partenaire d'un projet franco-italien qui développerait un avion à hélice de mission. Donc, connaissant cette position politique des différents acteurs, c'est comme ça que nous avons choisi notre approche. Nous sommes simplement des clients. Et ça, par contre, évidemment, ATR a tout à fait mission pour vendre des avions. Parfait, merci Laurent. Une question de Ludovic qui demande est-ce que les ATR 72 seront achetés neufs et transformés ensuite? En fait, on a les deux modèles. Positive Aviation ne va pas acheter l'avion. Nous, on va certifier et vendre une modification de l'avion. Par contre, on peut utiliser soit des avions neufs, soit des avions de deuxième main. C'est au client qui va nous apporter l'avion, qui va décider est-ce qu'il veut des avions neufs pour être transformés ou est-ce qu'il veut des avions de deuxième main. Juste une petite différence entre un avion neuf, donc on est en train de discuter justement, comme disait Laurent, avec ATR pour recevoir un avion qui est préparé pour la transformation qu'on veut faire. Donc, ça serait un avion qui ça serait plus facile avec moins de préparation pour la transformation. Un avion de deuxième main, lui, on va devoir passer par un MRO qui va devoir enlever typiquement toute la cabine, faire toute la simplification dont Laurent il parlait, des systèmes qu'on va enlever. Et seulement là, l'avion il va nous arriver et on fera la modification. Donc, on estime qu'il y a de la place pour les deux modèles. Des sociétés privées qui sont sur des investissements sur lesquels ils veulent une visibilité de rentabilité rapide vont préférer des avions de seconde main. C'est le cas de Bridger Aerospace. Les 20 avions de Bridger Aerospace seront basés sur des ATR seconde main. Des États qui achèteraient notre avion, eux par contre, probablement préféreront partir sur des avions neufs. Donc, nous sommes agnostiques, seconde main, neuf. Nous, ça ne change rien à notre business. On laissera les clients choisir. Je m'attends à du 50-50. Parfait, merci. On a de nouveau une question technique. Je vais peut-être essayer de les faire par thème, comme ça on peut traiter les questions d'un coup. Une question de Philippe, c'est faut-il prévoir des renforts structuraux? Donc, vous avez parlé des renforcements locaux au niveau de l'intégration des flotteurs. Est-ce qu'il y a d'autres renforts structuraux qui sont prévus dans la transformation que vous voulez faire de l'avion? Pour les flotteurs, non. Après, pour les tanks, typiquement, aujourd'hui, l'ATR, il est fait pour avoir des chaises et des sièges passagers. Donc, donc, le plancher du l'ATR, il est prévu pour avoir une certaine charge au mètre carré. Effectivement, avec des tanks qu'on va rajouter, on va aller au-dessus de cette charge. Et donc, il faut renforcer localement en dessous des tanks. Mais aujourd'hui, c'est tous les renforts qu'on a prévus. Donc, on touche, en tous les cas, et c'est ça qui est important, on ne touche pas au fuselage courant, on ne touche pas à la voilure, donc non. En gros, excepté localement, on ne renforce pas l'avion. Parfait. On va continuer dans les questions techniques. Une question de Nicolas qui demande si le coefficient de fatigue aujourd'hui utilisé sur l'ATR 72 est-ce qu'ils seront les mêmes une fois transformés avec les flotteurs ou est-ce que ça se fera online avec des capteurs associés?
pour déterminer sa maintenance? Bon, alors, non. Le FF72, c'est basé sur un ATR, mais il ne va pas être opéré comme un ATR. Donc, du coup, il aura un plan de maintenance spécifique, avec ses coefs spécifiques. Juste pour vous donner un exemple d'ordre d'idée, pour un Canadair, 1 heure d'opération sur le moteur, ça équivaut à 7 cycles sur l'opération d'un même moteur sur une opération PAX. Donc, la mission que nous, on va faire, c'est une mission plus sévère. Donc, elle va consommer plus de cycles. Par contre, cette mission ne va pas se faire tous les 8 fois par jour, tous les jours pendant beaucoup de mois. Donc, en fait, l'avion, le FF72, va voler beaucoup moins qu'un ATR PAX, mais il aura un programme de maintenance dédié, que c'est la même chose que pour un Canadair et pour le Dash 8 de la sécurité civile, c'est normal que ces avions de lutte contre l'incendie ont un programme de maintenance spécifique. Après, pour répondre à votre question, oui, au début, il va falloir que les premières MSN qui vont voler, ils vont être surveillés. Non seulement pour que nous, on le veut, mais c'est aussi une exigence des US Forest Service aux États-Unis qui demandent sur des avions qu'on convertit en bombardier d'eau. Donc oui, on va surveiller les avions et on va pouvoir surveiller les cycles. Et l'idée, c'est que au début, on va sortir avec un programme de maintenance très conservatif, basé sur notre connaissance à l'entrée en service de l'avion. Et au fur et à mesure des opérations, on va évaluer grâce à ces systèmes qu'on aura sur les avions et on va réduire ce conservatisme dans le programme de maintenance. Voire, ce qu'on veut, c'est qu'au bout de 4-5 ans d'opération, on puisse là prendre une cellule complète et faire des essais basés sur notre expérience et faire des essais sur cette cellule pour enlever une fois pour toutes tout le conservatisme de notre plan de maintenance. Donc, cette question de la maintenance, on en a pour 10 ans, que depuis l'entrée en service jusqu'à après enlever les derniers conservatismes dans le programme. Très bien, merci Joao. Bon voilà, là c'est une question relativement pointue d'un angle technique. Bon, c'est bien d'avoir vos retours là-dessus. D'un point de vue vente, donc vous avez évoqué pendant la présentation ce premier client Bridger Aerospace, voilà, qui fait confiance dans votre solution. On a une question de Xavier qui demande est-ce qu'il y a des intérêts, est-ce que vous avez des intérêts en France et en Europe aujourd'hui? Est-ce que vous avez des commandes ou des intentions en perspective? Alors, oui. En Europe, on est très avancé dans les discussions avec un opérateur espagnol de lutte aérienne anti-incendie. Quand je vous dis très avancé, ils sont déjà venus 2 fois nous voir, on les a déjà rencontrés 3 fois. J'espère vraiment qu'on va signer avant la fin de l'année, mais tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas signé. C'est qui ces gens? C'est des gens qui aujourd'hui ont 20 avions de lutte aérienne anti-incendie. C'est des petits avions, des monomoteurs, d'accord? Ce sont des avions qu'ils opèrent sous contrat public l'été en Espagne, en France et en Grèce. Et l'hiver, ils envoient les avions au Chili et au Brésil. C'est une société qui veut simplement continuer de grossir et en fait monter en gamme et donc rajouter à cette flotte d'avions monomoteurs légers le FF72. En France, nous sommes en discussion avec une grosse société industrielle qu'on essaye de motiver et qui est très intéressée. Ils viennent nous visiter début septembre. On a tout l'exécutif comité de la société qui vient pour qu'ils deviennent en France un opérateur privé de FF72. Ça rebondit sur la question qui m'avait été posée sur l'immobilisme de l'État français. L'immobilisme de l'État français ouvre justement le marché à des entreprises comme ça qui, en se positionnant tôt, vont pouvoir justement récupérer cette activité. Donc oui, il y a des activités. Il y a par rapport au marché américain
une problématique qui est qu'il faut faire évoluer les modèles économiques. Voilà, et donc c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a une histoire de vendre l'avion, mais aussi, j'ai presque envie de dire, d'inventer les clients qui l'opéreront dans un nouveau modèle aujourd'hui. Le modèle de se dire les propriétaires de Canadair qui les ont achetés dans les années 70 vont racheter des FF72 selon le même modèle, les mêmes dispositions, c'est pas ça le marché qu'on est en train de voir arriver. Parfait, merci, merci Laurent. On a beaucoup de questions aussi, mais d'ailleurs comme sur les questions qui vous ont été posées sur la fiche projet sur WeSeed, sur la concurrence, je pense que c'est des questions légitimes parce que vous l'avez dit en début de présentation, le besoin d'un remplacement du Canadair sur le marché, il est réel, il est présent. Donc il y a beaucoup de solutions qui se lancent, voilà, À la limite, à la boîte. de faire un passage en revue de la concurrence et du Voilà, positionnement différent des différents projets. Bon, la exactement. première concurrence, j'ai envie de vous dire, c'est de Havilland Canada avec le Canadair. Donc l'inconvénient du Canadair, donc vous savez peut-être que en fait l'Europe s'est portée client de lancement d'un projet qui s'appelle le DHC 515, qui est le relancement de la fabrique, qui est le redémarrage de la fabrication de Canadair. Bon, c'est un projet, ce sont des avions qui sont vendus plus de 60 millions, 61 millions, avec une clause de revoyure sur le prix. C'est un projet qui est quand même extrêmement incertain. On n'a pas une bonne visibilité sur quand est-ce qu'ils… D'abord, on a une très mauvaise visibilité sur comment techniquement ils vont faire et une très mauvaise visibilité sur quand arriveront les premiers avions. Et de toute façon, des avions à plus de 60 millions qui sont produits entre 3 à 5 avions par an, même s'ils devaient exister, ne sont pas à la hauteur des besoins du marché. Donc ça, c'est le Canadair. Le deuxième type de concurrent, c'est un avion tout neuf. Pour ça, il y a 3 sociétés en Belgique, en Europe, qui existent depuis 2018. Rodefour, des Belges, Inaero, qui sont en fait des gens de Rodefour qui ont quitté Rodefour pour monter une société qui a à peu près le même projet en France. Et puis une société italienne, 1901, qui est probablement la plus avancée des 3, puisqu'ils ont levé beaucoup d'argent. Ces gens-là veulent faire un tout nouveau Canadair, from scratch. Alors, c'est des avions extrêmement ambitieux, 2 fois plus gros que Canadair, composite, avec commande de vol électrique. Nous, notre vision d'ingénieur et de responsable programme expérimenté de l'aéronautique, comme on vous l'a expliqué, c'est que ce serait génial de faire cet avion-là, mais on ne voit pas comment, ni financièrement, ni industriellement, ni d'un point de vue ressources, on peut se lancer dans des projets aussi ambitieux. C'est minimum 10 ans de développement avec plein de choses à inventer. Autre projet qui pourrait paraître concurrent, l'A400M d'Airbus. L'A400M d'Airbus, alors là, je vais évacuer le sujet tout de suite. L'A400M d'Airbus, c'est un avion qui largue du retardant. C'est un avion qui largue des produits chimiques pour faire des barrières contre le feu. C'est absolument pas un concurrent du FF72 puisqu'il a vraiment un positionnement à part. D'accord, il n'est pas du tout appelé au même moment, pas du tout appelé sur la même mission. Bon, et après, on peut se poser des questions sur la validité d'utiliser un A400M, un avion aussi cher, aussi compliqué pour cette mission-là, mais ça, c'est une autre discussion. Mais donc, vraiment, ce n'est pas du tout le même marché. On est complémentaires. Pour terminer, le dernier projet, c'est le projet Kepler, basé sur un ATR 72. Donc, Kepler, c'est une société qu'on connaît bien, puisqu'en fait, Kepler, c'est un pilote d'Air France et un professeur d'université de Toulouse qui ont monté cette société il y a maintenant un peu plus de 12 ans. Leur idée, c'est de faire des bombardiers de retardants. Voilà, ils ont longtemps travaillé sur de l'A300, puis sur de l'A330, puis sur de l'A319. Et depuis un an, en fait, ils nous ont un peu copié en disant qu'ils allaient proposer ça sur un ATR 72. Pourquoi pas? Leur approche est vraiment une vision du marché complètement différente de la nôtre. Leur idée, c'est de faire un avion multi-rôle, c'est-à-dire typiquement un avion cargo qu'on peut utiliser toute l'année dans sa version cargo et que l'été, on peut équiper d'un système de largage pour faire pour l'utiliser sur du retardant. Donc, la vision, c'est les sociétés de cargo, typiquement, elles ont un pic d'activité à Noël et elles ont leurs avions peu utilisés l'été. Donc, comment rendre les avions cargo capables de larguer du retardant?
Alors, l'inconvénient, il est technique, c'est-à-dire qu'en fait, à vouloir faire un avion qui fait tout, techniquement, à l'enfant, on a un peu un avion bon à rien. C'est pour ça qu'ils sont à 7,5 tonnes de retardant, là où un ATR 72 complètement dédié à la lutte aérienne anti-incendie pourrait faire 10 tonnes. C'est un avion qui va être très compliqué à maintenir parce que garder le système de pressurisation de la cabine tout en ayant… Voilà. Donc c'est un projet, j'ai presque envie de dire, différent, qui a une approche du marché complètement différente. Est-ce que le marché de ces compagnies aériennes cargo qui veulent pouvoir avoir des avions qui font la lutte anti-incendie l'été en renfort existe? J'avoue que j'en sais rien. On laissera le marché parler, mais c'est vraiment pas du tout les mêmes clients que nous qui sommes typiquement à développer des avions complètement spécialisés sur la lutte aérienne anti-incendie. Et nos clients, c'est des sociétés privées de lutte aérienne anti-incendie. Voilà, je crois que j'ai passé tout le monde en revue. Désolé, c'est un peu long, mais parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce marché. Je pense que tu as bien fait parce que voilà, il y avait des questions à chaque fois isolées sur chacun de ceux que tu as cités. Donc au moins c'est fait. Bon, et pour terminer, hein, évidemment, nous sommes les derniers arrivés dans cette affaire, puisqu'en fait, ce projet est né devant la constatation en 2022 qu'entre les Kepler, les Minaero, les 1901 et les deux Havilland Canada, si nous ne faisons rien, notre vision, c'est qu'il n'y aura rien. Et donc, c'est un sentiment de responsabilité qui nous a fait dire, bon, ces startups montées par des pilotes, c'est très sympathique, mais bon, c'est un métier de faire des avions et il faut que ce soit des professionnels de l'aéronautique qui s'y mettent et qui fassent des propositions un petit peu plus réalistes. Parfait, merci Laurent. Je vais prendre deux autres questions que je vais fusionner parce que je pense qu'elles sont liées. Donc, une question de François qui est pour quelle raison le projet a décidé, Positive Aviation a décidé d'utiliser l'ATR 72? Et la question sous-jacente, c'est du coup, est-ce qu'il y a un risque à être dépendant du parc d'ATR sur le projet? Bon, aujourd'hui, juste la dépendance du parc d'ATR, moi je viens d'Airbus et depuis beaucoup d'années qu'on essaye de peut-être arrêter les ATR et les ATR ont toujours survécu et c'est un avion formidable. Donc je pense que l'ATR, il a encore une longue vie. Donc je pense qu'on aura encore beaucoup de possibilités de voir la production de l'ATR encore fleurir. Après, pourquoi on a choisi l'ATR? Bon, déjà parce que c'est un avion toujours en production. C'est un avion qu'on a récemment modernisé avec une nouvelle avionique. Donc, on est toujours en train de le moderniser. Mais c'est quand même un avion qui est resté simple. C'est un avion qui est resté très simple. Et donc, et vu que c'est un avion assez facile à maintenir, c'est un avion avec un parc de plus de 1500 avions partout dans le monde. On a des MRE qui savent le maintenir. On a un stock de parts qui est disponible partout. Donc, ça, c'est une des raisons principales. L'autre raison, je l'ai déjà évoqué, c'est que c'était un avion avec un train de fuselage. Donc, parce que c'est un avion avec un train de fuselage, ça nous faisait déjà un point pour faire rentrer les efforts de notre flotteur. Et la troisième raison, c'est que c'est un avion de aile haute, donc ça permet de maximiser la distance de l'hélice à la surface d'eau. Et aujourd'hui, on a une distance qui est la même entre le bout de pale de notre hélice à la surface d'eau, ainsi c'est la même que le Canadair. Pour compléter, parce que tu l'as pris dans l'autre sens, quels sont les avantages, mais en fait, quand on a fait notre démarche, la question, c'est on a regardé tous les avions du monde. Il nous fallait un avion à aile haute, un avion à train de fuselage, comme vient de le dire Joao, et il fallait aussi un avion suffisamment gros pour pouvoir emmener au moins 6 tonnes d'eau. Mais en fait, quand on fait le screening de tous les avions du monde, il y a 4 avions dans le monde qui peuvent faire ça. Il y a l'Antonov 42, mais qu'on a éliminé, c'est un avion russe. Il y a le MA700, qui est un avion chinois, motorisé avec des moteurs russes, qui est un peu l'ATR chinois qu'on a aussi éliminé.
Il y a ensuite 2 avions européens. Le premier, c'est le CASA 295 et le deuxième, c'est l'ATR 72. Pourquoi nous avons éliminé le CASA 295? Parce que c'est un avion militaire qui n'a pas de certification civile, qui a été produit en 200 exemplaires, dont on n'a pas accès aux données. Bref, en face de ça, pour toutes les raisons que vient expliquer de Joao, l'ATR était en fait le client idéal pour faire cette transformation. Vous comprenez qu'on n'a pas non plus énormément de choix. Le Dash 8, qui était le concurrent historique de l'ATR, n'était pas éligible à cause de ces trains installés dans les moteurs. Parfait. Merci Laurent pour les explications. Je pense que ça répond bien aux questions. On a une question sur la partie business model / opération vis-à-vis de la maintenance. Donc, la diffusion des appareils sera internationale. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que vous serez impliqué dans la maintenance? Si oui, comment vous allez organiser cette maintenance? Et est-ce que vous allez vendre des services supplémentaires hors vente des avions, quoi? C'est une excellente question. Effectivement, nous concevons des avions, nous fabriquons des avions, mais derrière, il faut inventer l'écosystème qui permettra à ces avions d'être opérés. Non, nous n'allons pas tout faire. Nous allons nous appuyer sur des gens. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est Bridger Aerospace. Bridger Aerospace, nous leur avons vendu des avions, mais nous avons aussi fait d'eux, et vous le voyez dans cette planche, notre représentant aux États-Unis. Bridger Aerospace, dans le Montana, sera un centre de livraison des FF-72. Les FF-72 seront assemblés à Toulouse, seront transférés dans le Montana, et c'est là qu'ils seront customisés, l'installation des radios, la peinture, toute la finalisation de l'avion, puis livrés. C'est là qu'en fait, il y aura un centre de distribution de pièces de rechange. C'est là qu'il y aura un centre de réparation des flotteurs, car oui, il faut avoir une solution de réparation des flotteurs. Nos flotteurs sont interchangeables. C'est aussi dans le Montana et en partenariat avec Bridger Aerospace qu'il y aura un centre de formation des pilotes et qu'il y aura aussi des ateliers qui permettent la customisation dans la vie des avions et en particulier leur évolution. Nous sommes en train de commercialiser cet avion et nous cherchons, avec nos launch customers, nos clients de lancement dans chacune des régions du monde, d'avoir comme ça un partenariat avec quelqu'un qui va être le bras armé du support en service de nos avions. C'est ce qu'on discute en ce moment avec notre client espagnol, peut-être pour installer ce centre à Valence, en Espagne. C'est aussi ce qu'on discute avec notre client potentiel français pour installer ce centre à Nîmes. Là, en ce moment, les 2 clients sont en compétition. C'est aussi ce qu'on discute avec un client malaisien pour installer comme ça un centre de maintenance. Je préfère dire support en service que maintenance. C'est beaucoup plus complet que simplement la maintenance. Donc ça, ce n'est pas core business chez Positive Aviation. Dans le cadre de ces accords, évidemment, il y a des mécanismes de profit sharing. Et évidemment, nous avons un rôle. Quand je parle de réparation, c'est notre bureau d'études qui émettra les solutions de réparation, même si après l'implémentation des réparations, la réparation du composite par exemple, sera fait par des équipes de mécaniciens aux États-Unis ou en Europe ou en Asie du Sud-Est, mais en tout cas les cas localement près des clients. Si je peux rajouter, Laurent a expliqué la partie spécifique, la partie spécifique à la FF72, mais il faut savoir que 80 à 90% des pièces de l'avion restent communes à l'ATR d'une façon générale, à l'ATR 72. Donc on va se reposer, c'est ça le point fort dans la sélection de l'ATR, c'est qu'on va se reposer sur le réseau à l'international des centres ATR de disponibilité de pièces de rechange et aussi le réseau de mécaniciens qui sont formés un peu partout dans le monde et les MRO qui sont déjà certifiés pour ATR. J'ai vu la question pour ST Aéro. Pour un MRO spécifique, quand il s'agit d'un avion de seconde main, c'est au client qui a acheté cet avion-là, qui a la liberté de s'adresser à l'MRO de son choix pour la pré-préparation de l'avion, comme l'a expliqué
l'a expliqué Laurent. Par la suite, si ce MRO il est certifié à terre, il sera tout à fait capable de soutenir nos avions à l'international sur les aspects communs avec la Terre. Sur les aspects spécifiques, ça va être plutôt ces centres qu'on va créer. Il y en aura 3 dans le monde. Pour chaque partie, les Amériques, de façon générale, l'Europe et l'Afrique, et l'Asie et l'Australie du côté Est. Merci à vous deux pour vos réponses sur ces sujets-là. Une question sur un petit peu sur la roadmap. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les flotteurs ou structures ont été-ils testés ou validés en soufflerie? Donc, bon, ça, la réponse va aller assez vite. Et deuxième question qui va avec, ce sera quoi pour vous les grandes difficultés techniques à surmonter d'ici le premier vol du démonstrateur? Donc, est-ce que les flotteurs étaient testés en soufflerie? Non. Aujourd'hui, on sait, on a des moyens de pouvoir estimer ce qu'on pourrait faire au moins dans cette première phase de démonstration, de l'impact qu'il peut avoir les flotteurs sur l'aérodynamique de l'avion. Juste pour information, c'est équivalent à un autre fuselage à terre, pour info. Après, nos 3 plus gros verrous techniques à lever dans cette phase de démonstration sont surtout des verrous techniques qui vont avoir avec l'hydrodynamique. Donc déjà, la première chose, c'est maîtriser les distances à l'écopage. On vous a dit qu'on veut avoir un avion qu'il faut qu'il écope et qu'il utilise les mêmes plans d'eau qu'un Canadair. Et pour ça, il faut qu'on maîtrise ses performances dans l'eau. Donc ça, c'est cette maîtrise au travers des études qu'on est en train de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme Laurent a expliqué, c'est depuis des années 40 qu'on fait des transformations d'avions en avions à flotteurs. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec l'évolution de l'aéronautique et des avions, enfin l'hydroaviation, il a perdu l'intérêt, et surtout l'art de l'hydroaviation, il est resté dans les années 40 et 60 en Europe. Donc on a oublié, et donc toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui pour tester des flotteurs, pour checker leur performance, c'est des bassins de carène qui n'existent pas ou qui ne sont pas représentatifs. Donc, du coup, le premier défi qu'on a eu et qu'on est en train de relever, c'est de créer des bassins de carène digitaux compatibles avec notre utilisation de l'avion. Le deuxième verrou, c'est… bassins de carène digitaux, hein, donc ce sont des moyens de calcul modernes. On appelle ça de la CFD, Computational Fluid Dynamics. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a recalculé avec ces outils modernes de calcul des flotteurs qui avaient été passés dans des bassins de carène dans les années 40 grâce à tous les résultats d'essais qu'on a. Et on a pu se rassurer que nos outils de simulation étaient capables de reproduire. Donc, à la question, est-ce que ces flotteurs sont passés en soufflerie et en bassin de carène? Ils sont passés en soufflerie et en bassin de carène numérique. Voilà, et c'est les essais à l'échelle 1 qui vont nous permettre évidemment de calibrer et conforter tous ces outils numériques. Après, le deuxième verrou, donc Laurent il a touché, c'est qu'en fait, pour mettre un avion sur flotteur, c'est pas on met des flotteurs et après on renforce complètement l'avion. C'est pas du tout comment ça marche. Donc le verrou, c'est pas qu'on doit maîtriser, c'est comment on peut dessiner des flotteurs pour maîtriser les efforts qu'on va rentrer dans le fuselage et pour les rendre dans l'enveloppe aujourd'hui certifiée de l'ATR 72. Pour ça aussi, on se base sur l'expérience du professeur Vizek et aussi d'autres bureaux d'études qui ont fait des flotteurs, surtout aux États-Unis. On se base aussi sur de la numérisation et des modèles numériques qu'on a qui vont nous permettre de dessiner les flotteurs
en minimisant ses charges et donc qui nous permettent aujourd'hui de relever, de dessiner des flotteurs qui les efforts qu'ils vont transmettre au fuselage vont rester dans les enveloppes certifiées de la Terre. Dernier point, c'est le verrou de la stabilité hydrodynamique. Là-dessus, il faut pendant les opérations de amérissage, de écopage et de redécollage, il faut que notre avion soit stable, pilotable et tolérant. Encore une fois, toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, qui sont extrêmement empiriques, basées sur des années 30 et 40, et qui sont difficilement utilisées aujourd'hui. Et quand vous les utilisez, vous ne maîtrisez pas encore toute cette verrou de la stabilité. Donc, notre approche, et c'est une de nos priorités, c'était de reprendre tous les essais qui ont été faits dans les années 40 et 60, de les numériser. Après, grâce à des méthodes et des computations plus performantes qu'on a aujourd'hui, on a pu les complexifier, ces méthodes. Donc aujourd'hui, on ne parle pas d'une barre qui tape dans l'eau, mais on parle d'une forme complexe qui tape dans l'eau. Et aussi, la troisième étape, c'est que jusqu'à présent, on a toujours vu le flotteur isolé dans les essais qu'on fait, parce qu'on ne peut pas attacher vraiment un avion au-dessus. Et donc, du coup, ce qu'on vient faire, c'est rajouter la dynamique avion pour compléter ces études. Voilà, bon, Joe vous a présenté la raison d'être du bureau d'études Positive Aviation et la raison d'être du démonstrateur dont on vous a parlé au début. Voilà. Parfait. Au moins, voilà, c'était clair sur les défis techniques que vous êtes en train de relever. On a une question sur la valorisation. Peut-être, Laurent, je vais te laisser y répondre. Et après, il y a 2 questions plus sur l'investissement que je pourrais prendre. Donc, la question sur la valorisation, c'est comment êtes-vous arrivé à une valorisation de 33 millions comme base de cette levée de fonds? Pourquoi pas 30 ou 36? Voilà. Alors, l'approche de la levée de fonds, elle a été que nous avions un besoin de financement de 10 millions. Nous avions aussi besoin, cette société, pour exister, doit rester contrôlée par ses fondateurs. Donc, nous avons mis en place un pacte d'actionnaires entre fondateurs. En gros, pour le dire simple, les fondateurs n'ont pas la possibilité de vendre leurs actions, ils n'ont pas la possibilité de sortir de la société, de façon à, si notre société pouvait être rachetée par une grande entreprise comme ATR, comme notre activité d'acheter des avions pour les revendre, évidemment, ça ferait entièrement perdre la valeur. Il faut qu'on puisse contrôler nos marges. Donc, il y a une logique de contrôle. Aujourd'hui, les fondateurs gardaient 70% de la société, 50% pour le contrôle, 20% pour garder une marge de manœuvre pour faire rentrer, pour des raisons stratégiques, un nouvel entrant. Un nouvel entrant, ça pourrait être un grand groupe comme un Airbus, comme un Sabena, ou un fonds souverain ou un fonds étatique. Donc, nous avons 20% qui sont, j'ai envie de dire, une possibilité pour préparer le futur. Donc, 30% de la société pour 10 millions, ça nous amène à cette valorisation de 33 millions. Maintenant, vous allez me dire, OK, ça c'est une approche contrôle. 33 millions, qu'est-ce que ça dit par rapport à la valeur de la société? Aujourd'hui, cette société, il faut qu'on la considère pour ce qu'elle est, sa valeur future. Si nous livrons le business plan tel que nous vous le proposons aujourd'hui, c'est une société qui fera 120 millions d'EBITDA à partir de 2030. Les sociétés du secteur, elles se valorisent entre 6 et 10 fois leur EBITDA. Donc, vous pouvez calculer qu'on est sur une espérance de valorisation désolé pour les calculs rapides, mais ça doit faire entre 750 millions et 1,2 milliard. Donc, avec une valorisation aujourd'hui à 33 millions,
ce qu'on propose aux investisseurs, alors bien sûr, hein, c'est un business plan et il faut livrer en ligne avec ce business plan. Ce qu'on propose aux investisseurs, c'est des rapports entre 20 et 30 sur 7 ans. Ça nous paraît donc une valorisation très intéressante, d'accord, qui est aussi proportionnée au risque. Hein. On vous a parlé des incertitudes techniques, on vous a parlé de plein de choses, donc évidemment, il y a un risque. Mais entre donc cette approche de valorisation qui était, si vous voulez, un petit peu ce qu'on pouvait partager du capital dans des stratégies de long terme de contrôle de la société et la valeur potentielle de la société, on pense que là, on arrive avec une valorisation qui constitue une très belle opportunité d'investissement, évidemment associée à un risque. Parfait, merci Laurent, tu as très bien résumé. On a 2 questions donc sur l'aspect investissement que je vais pouvoir prendre et bon Laurent n'hésite pas à compléter, si jamais. La première c'est: y a-t-il des pactes d'actionnaires ou des clauses préférentielles pour les investisseurs WISID? Alors, il n'y a pas de clause préférentielle pour les investisseurs WISID, à proprement parler. Par contre, les investisseurs, heu qui interviendront, via WISID, donc dans cette campagne de financement participatif, auront droit exactement aux mêmes conditions et clauses du pacte, que le tour de table qu'a décrit, Laurent précédemment. Heu, donc à savoir les 8 millions d'euros qui ont été levés en début d'année par des family office, des gros business angels et cetera. Donc c'est exactement les mêmes conditions, qui seront proposées aux investisseurs WISID. Et dans la seconde question, c'est la stratégie de sortie pour les investisseurs particuliers, heu, donc entre 5 et 10 ans quoi, après l'investissement. Quelle est la stratégie de sortie? Alors Laurent, c'est peut-être là où tu vas pouvoir compléter, mais ce qui avait Oui, été alors, ouais, vas-y. par notre pacte d'actionnaires, nous devons, à partir de la 5e année, tous les ans, une solution de sortie. D'accord? Cette solution de sortie, nous, notre objectif, hein, et j'espère que vous l'avez compris, nous ne sommes pas des start-upers qui montons une boîte pour la revendre dans 2 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans. D'accord? Nous sommes dans une démarche de capitaine d'industrie. Ce qu'on veut et ce que les fondateurs veulent dans cette entreprise, c'est créer une entreprise qui va les occuper pour moi, les 20 prochaines années et pour mes collègues, un petit peu plus parce qu'ils ont la chance d'être plus jeunes. Voilà, donc il n'y a pas de stratégie de revente de la société à un gros industriel. Par contre, une société qui génère 120 millions d'EBITDA, eh ben, elle est complètement capable de se racheter, d'accord, et donc des mécanismes où on rachète à nos actionnaires leur investissement. Des scénarios qui ne sont pas exclus, ce serait une introduction en bourse, d'accord, qui serait là pour accompagner d'autres développements, puisqu'en fait, notre armoire à idées n'est pas épuisée à la fin du projet FF72. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, il y a des scénarios qu'on exclut, qui sont la revente de la société à un gros industriel. Par contre, entre le rachat des actions, l'introduction, l'arrivée d'un fonds type un fonds qui veut de la rentabilité ou une introduction en bourse, tout ça, ce sont des possibilités qui seront discutées et décidées, je vais dire, à partir de dans 5 ans. Voilà, eh ben, voilà, c'est très bien, tu as très bien répondu, Laurent. On a fait le tour d'à peu près toutes les questions. Alors je sais qu'il en reste certaines, qui sont à droite, à gauche, notamment sur des aspects plus techniques. Donc si on n'a pas répondu à vos questions, pendant ce live, je vous invite à les reposer sur la fiche projet, de Positive Aviation sur WISID. L'équipe y répond toujours très rapidement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques à les poser ici. Voilà, pour ceux aussi, donc merci déjà d'avoir regardé le live jusque-là, et pour ceux qui le regardent en replay. Je tiens juste à rappeler du coup, que la collecte est toujours en cours pendant l'été, sur la plateforme WISID, donc le projet Positive Aviation, que vous êtes toujours à temps de participer au projet.
et du coup de rejoindre l'aventure que Raouda, Laurent et Joao vous ont décrit à l'instant. Et je tiens aussi à dire que si vous êtes toulousain ou que vous êtes simplement motivé, intéressé par la société, Positive Aviation organise un petit rendez-vous en physique jeudi en fin de journée dans leurs locaux. Voilà, donc tout le monde est le bienvenu, investisseurs potentiels ou déjà participants à la campagne de crowdfunding. Donc, vous pouvez vous y inscrire aussi, soit via nos réseaux sociaux, sur les posts qui mentionnent Positive Aviation ou via la fiche projet de Positive Aviation sur WeSeed. Et voilà, peut-être Raouda, Laurent, Joao, je vais vous laisser un dernier mot à partager aux investisseurs, enfin, ou à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas encore investisseurs. J'ai vu que Nicolas avait plein de questions qu'on n'a pas pu passer. Pour répondre rapidement aux questions de Nicolas, oui, nous développons un simulateur. D'accord, ce sera un plugin sur des simulateurs d'ATR. On met en place des collaborations avec des grands noms de la simulation comme CAE, par exemple, sur ce sujet-là. Le remplissage hydrodynamique, c'est la longueur des plans d'eau. Notre avion a 15% de poussée de plus qu'un Canadair et plus fin en termes d'hydrodynamique. Donc, on devrait avoir des distances d'écopage plus courtes qu'un Canadair, mais j'aurai la prudence d'attendre le démonstrateur pour en être sûr. Et pour ta remarque sur 1901, discutons-en, on se verra à Rome, comme tu dis. Voilà. Oui, il y avait une question sur l'avionique. Est-ce qu'on va modifier l'avionique? Désolé, c'est non. On va modifier le minimum de l'avionique ATR72 parce qu'on ne veut pas rentrer trop en rupture avec l'avion, c'est notre approche. Donc, on va modifier le minimum et tout va être par des indications additionnelles. Donc, comme ça, on réduit énormément le risque de devoir ouvrir tout le développement avec Thales du nouveau cockpit. Voilà. Et Raouda, tu veux… Moi, j'ajouterais rendez-vous pour ceux qui le souhaitent jeudi à 18h30, donc autour d'un petit verre pour échanger d'une façon un peu plus conviviale. Bien sûr, pour ceux qui sont sur Toulouse, il y a besoin de s'inscrire avant. Autrement, on est assez réactif sur les réponses de questions sur la plateforme, sur le projet WeSeed, mais aussi sur LinkedIn. C'est possible aussi, donc n'hésitez pas. Surtout à poser vos questions, vos interrogations, ce qui vous empêche d'aller vers le petit clic final, adhérer et investir. On tenait à cœur à faire ce projet français, à le garder à Toulouse, en Occitanie, parce que c'est là qu'on a construit notre vie, notre famille, et puis aussi on tient vraiment à vraiment le garder français. C'est le message que je voulais passer. Donc, n'hésitez pas à monter à bord. Ça sera une aventure collective et une aventure pour nous tous, puisqu'à la fin, c'est pour protéger nos forêts à nous, nos champs de randonnée, nos campings de vacances et la qualité de l'air qui, finalement, n'a pas de frontières entre régions ou entre villes. Donc, au plaisir de vous voir tous nombreux. Parfait, merci à Raouda pour ce mot de conclusion. Merci à Laurent aussi et Joao pour votre participation et vos réponses. Et merci à vous tous ceux qui avez regardé jusqu'ici et à ceux qui nous regarderont en replay. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite sur la plateforme WeSeed et sur le projet Positive Aviation. Merci à tous. Merci à vous. Merci.